Salut à tous, bienvenue dans Ciné, Série et compagnie qui vous invite à passer de l'autre côté des écrans, histoire de traverser tous les âges de la vie. C'était l'époque bénie de mon adolescence, voire un peu plus. Buffy contre les vampires, la série culte de Joss Whedon fête ses 20 ans. Madame et série célèbre dignement les vêtements avec les petits camarades de Sarah Michelle Gellar, Charisma Carpenter et James Masters en tête. Il est mort trop jeune, à 42 ans. Django Reinhardt, la légende du jazz manouche, prend au cinéma les traits de Reda Kateb dans un film signé Étienne Comard. Un nouveau défi pour cet acteur décidément incontournable, leçon de jeu dans le screen parfait. Votre rendez-vous également avec l'extra interview, quand une personnalité se dévoile à travers ses préférences cinéma et séries. Et tout de suite, on commence avec un immense coup de cœur pour le film de Blandine Lenoir, Aurore. Le parcours d'une femme qui affronte avec le sourire la ménopause, le départ des enfants, les humiliations au travail et les affres de l'amour. Dans le rôle titre, l'épatante Agnès Jaoui. On dit que les actrices n'aiment pas le temps qui passe. Mais Agnès Jaoui n'est pas contre une petite once de nostalgie, elle qui met actuellement en scène 25 ans après les deux pièces cultes qui l'ont rendue célèbre avec Jean-Pierre Bacri. Et pour ce qui est de vieillir, même pas peur. À l'écran, la comédienne incarne avec bonheur Aurore, une quinquagénaire qui affronte avec le sourire la ménopause, son statut de future grand-mère et les petites humiliations du quotidien. Un rôle solaire dans un film extrêmement bien écrit qui célèbre les femmes, quel que soit leur âge. J'ai un truc à te dire, maman. Là maintenant? Je suis enceinte. Quoi? Déjà? Ah, mamie, bah... Ah non, commence pas avec mamie. On pourrait aller faire les courses ensemble en même temps. Ça peut être sympa entre grand-mère d'aller chercher le petit. Dis donc, il faut qu'on s'occupe des petits noms. Alors moi, j'ai pensé à Grand-Ma. C'est chic, non? Et toi? Mémé, tant qu'à faire. Agnès Jaoui, vous n'êtes pas une comédienne comme les autres, parce que vous êtes également scénariste et réalisatrice. Quand vous acceptez un film comme Aurore, où vous n'êtes qu'interprète, est-ce qu'il y a quand même des petits voyants, scénaristes, réalisatrices qui s'allument, ou pas du tout, vous êtes une simple actrice qui accepte un rôle? Je sais pas quel voyant s'allume, mais il y a un voyant qui s'allume, qui est que j'ai terminé ce scénario en me disant je ne peux pas dire non. Et c'est vrai, comme je fais des films, comme j'écris, comme je chante, donc je dis pas oui à tout parce qu'il faut que ça s'impose. Et avec ce film-là, il y a l'actrice forcément qui s'exprime parce que c'est un rôle extraordinaire. Mais il y a d'autres choses irrationnelles en vérité et qui fait que je me dis, je peux pas dire non. Voilà. Les mecs qui grèvent des cœurs, des mains, des poumons, ils sont même pas foutus d'inventer quelque chose contre les bouffées de chaleur, ça me rend dingue. Vous avez senti une familiarité avec l'écriture, la façon de voir la vie de Blandine Lenoir, la réalisatrice? Là où il y a un point commun, c'est son féminisme, sa façon d'être féministe et d'être humaniste. C'est un féminisme réel et assumé, mais qui aime les hommes. Et donc ça, je partage vraiment ça avec elle. Et puis, le regard qu'elle arrive à poser sur chacun des personnages, la volonté qu'a cette femme de justement jamais se laisser abattre et jamais d'être dans la victimisation. Et c'est le propos de Blandine, vraiment. Effectivement, me plaît aussi beaucoup. C'est-à-dire qu'il n'y a ni c'est dégueulasse, vous les hommes, vous pouvez, ou ni nous, pauvres femmes. Enfin voilà, et en même temps, ça dit les choses. Je crois que assez bien. C'est bon là, ton petit cul en cuir là. Pardon madame. Bah moi je suis dans la restauration, mais je trouve plus de boulot. Parce que vous les blancs, vous découvrez la discrimination en vieillissant. Ah, il faut qu'on divorce aussi, tiens, j'y pense. Excuse-moi, je pensais pas que ça te ferait autant d'effet. C'est la ménopause. Ça va? Blandine Lenoir a confié qu'elle a écrit ce film après avoir constaté qu'il n'y avait pas de personnages de femmes de 50 ans au cinéma. Il y a même une étude qui est sortie en 2015 qui disait que sur 200 films et à peu près 3000 rôles féminins recensés, il y en avait moins de 3% qui concernaient des femmes de plus de 50 ans. C'est quoi? C'est une décennie maudite? On dit qu'en fait, elles ont un trou de carrière entre 40 et 60 ans. C'est-à-dire qu'elles reviennent dans la compétition quand elles ont 60 ans. C'est-à-dire qu'elles sont identifiées en tant que grand-mères. Mais tout ce passage où effectivement... on n'est plus reproductrice. Ouais, je sais, c'est moche. Mais on passe une date de péremption, puis on n'est pas encore dans une autre fonction établie par la société, ou par les hommes, ou par les femmes aussi, parfois. Enfin, c'est vrai, vous sentez vraiment une espèce de barrière qui fait qu'à un moment, on propose moins de choses? Moi, je ne le sens pas personnellement. Et heureusement qu'il y a Fro, Viard, De Vos, Binoche, on peut citer quelques vedettes qui continuent à avoir des beaux rôles, et tant mieux.
Après, souvent sur les scénarios, moi je reçois, j'ai toujours 49 ans, quoi. 50, c'est quand même genre, c'est un peu dangereux, c'est un peu malvenu, une sorte de déni d'une population de gens qu'on n'a pas envie de voir. On va faire un petit dossier. Puis en plus, vous avez un super nom, Aurore Tabor. Tabor, c'est le nom de mon mari, je m'appelle Plou en fait, Aurore Plou. Ce que je comprends pas, c'est que les salles de théâtre et de cinéma et de concerts sont remplies par des femmes de 50 ans et plus. Et puis c'est elles qui achètent les billets, c'est elles qui... donc elles sont hyper prescriptrices pour prendre... De culture, oui, c'est elles qui lisent le plus. Oui, et d'ailleurs, on a fait une projection à La Rochelle avec Blandine, avec le film. Là où s'est tourné le film. Il y a une femme qui s'est levée, qui a dit, je voudrais dire à toutes les femmes de plus de 50 ans de la salle si elles pouvaient se lever. Toute la salle s'est levée, c'était impressionnant, c'était émouvant. Et moi, je pense que la vertu du cinéma, de l'art, elle est justement de montrer et de faire changer le regard des gens. Et Rohmer, il faisait ça. Il y avait des héroïnes sur lesquelles, moi, en tout cas, je ne me serais pas spécialement arrêtée. Et à la fin du film, vous l'aimez, vous la comprenez, vous êtes touché, vous êtes bouleversé. Allez-y, présentez-vous. Bonjour monsieur. Bonjour donc, madame. Comme je vous le disais dans ma lettre... Vous arrivez et vous ouvrez la porte, non? Toc toc toc. Toc toc. Vous voulez bien faire le bruit des coups sur la porte? D'accord. Bonjour. Donc, comme je vous le disais dans ma lettre de motivation, j'ai travaillé 15 ans... Et là, vous allez rester debout. Il n'y a pas de chaise, hein. Ah, bah c'est peut-être un piège. Il y a des actrices que l'âge obsède, le fait de vieillir obsède. Vous en faites partie ou c'est pas une source de préoccupation permanente? Oui et non. Les femmes que j'aime comme artistes, je me suis jamais dit, putain, qu'est-ce qu'elle a vieilli. Je pense à Anna Magnani, je pense à Edith Piaf ou à Martirio en Espagne, enfin des chanteuses, des actrices. Ma réaction n'a jamais été de me dire, oh la vache, elle a pris un coup. C'est pas ça du tout qui m'intéresse, c'est l'artiste et c'est sa pensée quand il y en a une ou l'émotion qu'elle me procure. Voilà, après, je me regarde des fois dans la glace et Non, mais vous voyez ce que je veux dire, je suis comme tout le monde. Mais j'essaie de passer à autre chose parce que c'est quand même pas... C'est pas le secret du bonheur de toute façon. Et c'est plutôt ça qui m'intéresse. Et vous l'avez trouvé, le secret du bonheur? Non, pas du tout. Mais Alors Aurore, elle a un talent mais extraordinaire. Ah non. Ah bah si. Ah si. Eh ben Aurore connaît le nombre de lettres de n'importe quel mot. Non mais dites-lui un mot, vous allez voir. Hein. Quotidien. 9. Silence. 7. Cunilingus. 11. Sodomie. 7. Bon Philippe. Bah, ça sert à rien, mais c'est génial. 35. Agnès, j'ai une dernière faveur à vous demander. J'aimerais que vous ayez le mot de la fin de cette interview. Voilà, un mot qui vous plaît. Pour, je sais pas, ça peut être ça pour sa sonorité, pour ce qu'il raconte. Qui compte pour vous. Voilà. Moi, je sais pas pourquoi je fais le clap. Cette semaine, Madame et Série fête le 20e anniversaire de l'immortelle Buffy contre les vampires. Il y a peu, les fans de la série culte créée par Joss Whedon se rendaient en masse au Paris Manga et Sci-Fi Show pour rencontrer une partie du cast, Spike, Xander, Cordelia et Joyce Summer, la mère de Buffy. How are you? Live and kicking. Buffy killed a vampire last night. La série d'horreur féministe et culottée a servi de parcours initiatique à des millions d'ados du monde entier en mettant des mots et des images sur ce difficile passage à l'âge adulte. I think that Buffy was one of the first television shows that was successful in mattering, in saying something to the audience that they could keep with them. Before Buffy, most television shows were content to be light entertainment and nothing more, just a way to pass the time. And when a television show
tried to rise above that and speak about something that was serious or meaningful, it was a little cheesy or a little preachy, and it didn't really work. And oftentimes television shows would be slapped down by critics and by the audience. Don't try to do that, just entertain us. Let the movies and let books do that. But Joss was a confident and potent enough artist that he was able to fine-tune quickly and make something that resonated and ultimately matters, I think. And now, he kind of showed that was possible and kind of called to other artists to kind of step up their game and make television product that actually matters. How are your new classes? Good. Good. Is there the slightest chance that if I asked you what was wrong, you would tell me? Pour toucher le public en plein cœur, Joss Whedon a choisi l'honnêteté. À travers ses personnages, le showrunner a étudié toutes les étapes de la joie et de la souffrance sans jamais simplifier les émotions. Cela donne des épisodes poignants comme The Body, où Buffy découvre le corps sans vie de sa mère. Un tournage dont Christine Sutherland se souvient parfaitement. The feeling on the set was amazing. It was really palpable. The crew was so quiet, you know, and we'd been this team for 5 years, and so everybody knew that I was going to be leaving, and everyone was really touched by it and very saddened by it. For me personally, it was amazing because I lost my dad when I was 28. You know, I felt all those things, and I know Joss lost his mother, so I just thought that it was so amazing to put that out there in the world, because most people don't lose their parents when they're young, so you feel so alone when it happens. No one else knows what you're going through, and he gave people something to hold on to. But I don't understand. I don't understand how this all happens, how we go through this. I mean, I knew her, and then there's just a body. And I don't understand why she just can't get back in it and not be dead anymore. It's stupid. It's mortal and stupid. And Xander's crying and not talking, and I was having fruit punch, and I thought, well, Joyce will never have any more fruit punch, ever, and she'll never have eggs, or yawn, or brush her hair, not ever, and no one will explain to me why. Buffy n'a pas fait que changer la vie de ses spectateurs. Elle a aussi eu un impact considérable sur celle des acteurs qui y ont consacré plusieurs années de leur vie. I think the show taught me to also find my voice, to speak my mind, to draw boundaries, say no. And it also in life taught me what work ethic was and how demanding working on a TV show can be. And I was young, I was the oldest of all of us, but still very young to be working 70, 75 hours a week. And you have to sacrifice personal relationships. I think the show taught me that hard work 9 times out of 10 will lead to success. Passion, work ethic, enthusiasm, it's important. Did you make me weak thinking of you? I learned a lot about myself, a lot about what kind of pain drives me to become my worst self. Because the Buffy writers would cannibalize you. They'd get to know you, and then they would write about your pain. They put the spark in me, and now all it does is burn. They'd write about their pain too, but they would, the whole thing about Buffy was take your worst day, take your big pain, take your shame, take the thing that you don't admit to anybody, the thing that keeps you up at night, and then slap fangs on top of that and tell the world about it. And they would run out of their own pain, and they would talk to you at lunch about your life, and then it would climb into the script.
And so it forced me to face the weaker sides of myself and gave me a chance to grow past them. So, are you gonna kill me, or are we just making small talk? 20 ans avant tout le monde, Joss Whedon a compris que la télévision n'était pas qu'un lieu de divertissement, mais aussi une école. Celle où l'on apprend qui on est et comment se battre pour le rester. Aujourd'hui, le cœur de la série bat toujours aussi fort pour ses fans d'hier qui se chargent de la faire découvrir aux générations à venir. À suivre dans Ciné-Série et compagnie, la nouvelle série indispensable, Légion. Dans le Screen Parfait, une leçon d'acteur menée de main de maître par Reda Kateb. Mais avant cela, il est l'heure de lever le voile sur l'extra-interview. Une femme qui embellit ma vie et qui la sale aussi. Une femme qui tient la houle. De femmes, il sera question dans cette extra-interview dont la démarche est de révéler les liens secrets qu'une personnalité entretient avec le cinéma et la série. C'est donc un homme, Albin de la Simone, qui chante la femme, celle qu'on voudrait aimer la vie entière ou au moins l'aimer bien. À l'occasion de la sortie de son 5e album, celui qui a déjà travaillé avec Vanessa Paradis et Miossec, nous avons voulu savoir qui était celui qui chante si bien la complexité des sentiments. Alors on est parti. J'ai peur. Dans ce 5e album, c'est le couple et la richesse de la complexité homme-femme qui nourrissent votre inspiration. Je vous propose des couples de cinéma et vous allez me dire ceux qui pourraient vous inspirer une chanson. Catherine Deneuve, Marcello Mastroianni. Gina Rollins et John Cassavetes. Alain Delon et Romy Schneider. Je crois qu'ils peuvent tous avoir leur chanson. Hein. C'est quand même pas des personnages simples. On n'est pas dans les couples lisses du cinéma. On est dans le couple complexe et assez vrai, des gens qui ont vraiment parlé de la véritable complexité de la vie. Tous, je trouve. C'est ce qu'on trouve dans vos chansons. Et c'est ce qu'on trouve dans mes chansons. Donc, Gina Rollins et Cassavetes me semblent, voilà, je dirais eux. On ne parlait pas d'amour. L'amour, c'est quoi ? Le clip de votre titre, Le Grand Amour, est réalisé par un metteur en scène de cinéma, Sébastien Bedbédé, qui avait notamment signé 2 automnes et 3 hivers que nous avions vus à Cannes en 2013. Mais pourquoi lui? Et quelle a été votre demande? C'est lui qui a proposé. Et il venait de sortir Le Voyage au Groenland, c'est vraiment l'automne dernier. Et j'ai adoré ce film, et j'ai trouvé super. J'avais pas vu 2 automnes et 3 hivers. J'ai vu Le Voyage au Groenland, je me suis dit, mais génial que ce mec ait envie de faire des clips sur mes chansons. On s'est rencontrés, on s'est très bien entendus. Nu, sous mon tablier, je revivais. J'ai rien demandé en fait. C'est vraiment lui qui est arrivé avec des idées et un casting et tout ça. Moi j'écris des paroles et des musiques, dans cet ordre-là d'ailleurs. Et le clip, si le clip montre ce que sont les paroles, ça m'intéresse pas trop. Si le clip montre des musiciens en train de jouer, ok, mais enfin bon voilà, si c'est très littéral sur l'un ou l'autre des domaines, ça me passionne pas. Là, c'est des clips qui amènent vraiment un 3e point de vue et une 3e lecture de ma chanson. Donc c'est une œuvre à part entière, quoi, en fait. C'était l'amour, je m'y connais, jusqu'à ce jour de fin juillet. Nous sommes une émission qui faisons des cadeaux. Oh, puisque vous avez vu ce film, voilà, il vient de sortir en DVD et c'est un cadeau pour vous. À tout le monde. Ouais. Ce type-là, c'est mon père. Et ça fait des années qu'il m'invite à Kuchlorswark, ce village du bout du monde où il a choisi de vivre il y a presque 20 ans. Y aurait pas un petit truc quand même à boire là? Ah, mais il n'y a pas d'alcool dans le village. Quoi? C'est un cinéma qui nous surprend et qui nous emmène quelque part où on n'est jamais allé, je trouve. Sans parler du Groenland, hein, je veux dire. Voilà. Et puis quand même, le plus grand gag de ce film repose sur une déclaration ascédique sur Internet qu'ils n'arrivent pas à faire. C'est tellement rien. Et en même temps, c'est tellement drôle. C'était pas une bonne idée, ce petit footing? Ouais. Sébastien, il arrive vraiment à faire quelque chose de très fort et très drôle avec que dalle en apparence, quoi. En tout cas, en scénario, c'est...
Albin, vous avez eu une collaboration avec le cinéma en composant la bande originale de Tirésia de Bertrand Bonello. Dans la mythologie grecque, Tirésia est à la fois homme et femme. D'ailleurs, où commence l'homme et où commence la femme? Est-ce que c'est ce thème qui vous a rapproché avec Bertrand? Ça, c'est il y a 15 ans. C'est il y a 15 ans, j'avais pas encore écrit une chanson, je pense, ou alors à peine. Non, alors c'est marrant, oui, c'est drôle que décidément les préoccupations tournent toujours en rond. Mais j'ai pas du tout participé à l'écriture de ce film. Bertrand est un copain et à l'époque je faisais de la musique. C'est la musique qui nous a rapprochés. Bertrand est très bon musicien et on faisait de la musique ensemble avec J. Penataf, le chanteur des Innocents, qui est un très bon ami commun. Et puis Bertrand était coincé sur une scène ou sur un passage de son film et m'a demandé de composer de la musique pour ça. Et ça s'est fait. J'ai découvert le film en vraiment. C'était un peu à la dernière minute. J'ai pas écrit toute la BO du film. J'ai écrit quelques scènes. Et j'ai adoré cette histoire qui est complètement dingue. Et ce film, je ne l'ai jamais revu. Mais j'ai un souvenir très très fort de... Vous ne l'avez pas en cadeau pour moi en DVD? Il faudrait peut-être pas exagérer, Albin. Vous m'avez pris pour le Père Noël? Bah, oui, un peu, oui. Non, mais j'aimerais beaucoup le revoir. Si comme ça, on spéculait sur une rencontre probable de cinéma, vers quel réalisateur ou quelle réalisatrice vous aimeriez aller? J'ai toujours énormément aimé le cinéma de David Cronenberg, par exemple. Pas tous les films, mais beaucoup. Et Howard Shore, qui fait ses musiques, il m'est arrivé souvent de rêver d'être à sa place. Mais aussi parce que j'aime les musiques qu'il fait. Le cinéma de Cronenberg parle de façon beaucoup plus exagérée et outrancière, mais de nuances, de complexité et d'ambiguïté. Et en fait, ça m'intéresse beaucoup. Notre émission aborde le cinéma et la série avec la même passion. Vous connaissez ces images? Basket est une dramédie sur un clown triste, créée par Louis C.K. et Zach Galifianakis. Série dans laquelle on retrouve une femme qui pose sa voix sur votre nouvel album, c'est Sabina Shuba. You must understand, I don't love you. On a compris que vous aimez beaucoup le cinéma. Vous pourriez le trahir pour des histoires en série? J'ai trahi le cinéma, j'ai trahi le livre aussi. Ouais. J'ai trahi la littérature et le cinéma par la série. Pour la série? La première série que j'ai vue, c'était Six Feet Under, et qui m'a mis une claque indélébile et qui a changé mon rapport à la mort. Et les Sopranos, j'ai adoré. C'était plus anecdotique, mais quand même, le fait d'aller si loin dans la psychologie d'un mec si complexe. La série, par rapport au bouquin, c'est quelque chose qu'on peut faire à deux, qu'on peut regarder à deux, partager, et c'est un rendez-vous. Alors que lire un livre, c'est vraiment se mettre dans sa bulle, et j'arrive plus à faire ça à la maison. Pour finir, Albin, je voudrais que vous nous fassiez un cadeau. Vous qui avez fait des études d'art plastique, je vous lis quelques lignes d'un scénario qui s'est tourné cet automne, et puis vous dessinez ce qui vous vient. Extérieur, transport Roca, Aubervilliers. Le 4x4 longe la darse du canal Saint-Denis, s'engouffre dans une immense zone industrielle, s'arrête face à un quai de déchargement. Antoine, visage fermé, passe entre les camions et les chariots élévateurs en saluant ses employés. J'ai essayé de faire un premier plan, puisqu'on parle un peu de cinéma, donc le Antoine, et derrière les déchargements de machin. C'est clair ou pas? C'est très très clair. Ce dont il s'agit, c'est le nouveau film d'Olivier Marchal qui s'appelle Carbone, qui est un polar. Ouais. Et le personnage d'Antoine est joué par Benoît Magimel. Voilà, ça pourrait être lui. Ça pourrait être lui, ouais. Et ça sortira cet automne. Super. Dessin, paroles ou chansons, quel que soit son support, Albin de la Simone possède bien des talents pour nouer et dénouer les lignes de nos vies qui sont chez lui comme un rêve qui attend secrètement le réveil. Cette semaine, dans la loi des séries, on vous donne 5 bonnes raisons de regarder Légion, pépite onirique et acidulée tirée de l'univers X-Men. Elle est centrée sur David Heller, jeune homme torturé qui entend des voix et souffre de visions chaotiques durant lesquelles il contrôle des objets. Diagnostiqué schizophrène, il serait en réalité le plus puissant mutant au monde. Try to be calm. Just try to relax, David. Showrunner et réalisateur de génie, Noah Hawley est imbattable pour revisiter des classiques et en faire des œuvres indépendantes et hallucinantes. Après avoir remanié le Fargo des frères Coen d'une main de maître, le voilà en pleine revisite de l'histoire de Légion,
personnage sombre de l'écurie Marvel créé par Chris Claremont et Bill Sienkiewicz en 1985. Son secret, s'approprier l'univers qu'il manipule tout en conservant les symboles forts, et ça marche à tous les coups. Dans un décor rétro-futuriste léché, Légion se permet tous les anachronismes, à commencer par ses personnages au look 70s, adeptes des plus récentes technologies. Teintes délavées ou explosives, passage au noir et blanc, mouvements de caméra audacieux et cadrage ultra serré, du premier au dernier plan, Légion est absolument époustouflante. Noah Hawley ne rigole pas du tout avec le rock'n'roll. Les Rolling Stones, Robert Plant ou encore Pink Floyd, dont il rend hommage au chanteur à travers la jolie Syd Barrett qui porte son nom, tous les grands noms du genre viennent rythmer Légion. Le showrunner s'offre même quelques passages chorégraphiés ludiques et mémorables, dont celui-ci sur du Serge Gainsbourg. Pauvre Lola, faut savoir s'étendre sans se répandre, c'est délicat. À la tête de Légion, nous retrouvons Dan Stevens, notre cher cousin Matthew de Downton Abbey. Le joli garçon un peu fade dans l'univers strict de la bourgeoisie anglaise se révèle poreux, tortueux et terriblement charismatique dans la peau du super-héros. À ses côtés, des femmes épatantes crèvent l'écran, les formidables Rachel Keller et Jean Smart qui ont déjà tourné avec Noah Hawley dans Fargo, et Aubrey Plaza, actrice polymorphe abonnée aux comédies dont Parks and Recreations et Welcome to Sweden. Son, lumière, rythme, Légion est une véritable montagne russe émotionnelle et sensorielle. Une série que l'on vous conseille d'écouter au casque pour en saisir toutes les subtilités sonores et de regarder dans le noir absolu pour partager les peurs de David Heller. Accrochez vos ceintures et abandonnez toutes vos idées préconçues sur les séries de super-héros. Légion, la série qui va vous retourner le cerveau, c'est sur OCS. Je suis musicien, je joue de la musique, c'est ce que je sais faire le mieux. Depuis qu'il n'y a plus de jazz américain à Paris, c'est moi le King of Swing. Après le costume du médecin, du paysan de l'Atlas ou celui du rappeur, voilà que le comédien Reda Kateb enfile la panoplie du guitariste de jazz Django Reinhardt. Django. Souvent, les acteurs font ce métier parce qu'ils sont pleins de choses à exprimer. Reda, qui n'a fait aucune école, avance lui en construisant son rapport au vide, loin de toute intentionnalité. Sa méthode de jeu tient à la nécessité d'être naturel dans un univers codifié pour vivre ce qu'on appelle prosaïquement le mentir vrai. Bonjour Reda Kateb. Bonjour. Contrairement aux apparences, je suis venu prendre une leçon d'acteur et pas une leçon de musique. Parce qu'on va essayer de faire un peu la lumière sur ce continent qui nous paraît obscur, qui est le métier d'acteur. Avec plaisir. Reda, on se dit que certains personnages s'imposent, on sait comment les faire vivre, et puis peut-être que d'autres demandent ou exigent un travail de recherche. À quelle catégorie appartient Django ? Aux deux catégories. C'est-à-dire qu'il s'est imposé à moi comme une évidence, c'est-à-dire que tout en connaissant assez peu de choses finalement sur sa vie, etc., j'avais envie de le jouer et en lisant le scénario, je me suis posé aucune question sur mon envie de faire ce film. Et en même temps, même si j'avais du coup un rapport intime avec mon image de Django, j'avais beaucoup de recherches à faire et tout un travail de préparation pour essayer de lui être fidèle et d'être libre à la fois.
Avec ce personnage, Reda Kateb, vous ne cachez pas derrière un texte. Il y a même une vraie mise à nu. Alors, comment ça se fabrique, un personnage où, à 80% du temps, il n'y a pas de texte à jouer? Pour moi, jouer, c'est beaucoup donner le change, en fait. Rendre le change des gens que j'ai en face de moi, des lieux dans lesquels je suis, des situations dans lesquelles je suis, et ne pas chercher à faire, même si on est acteur, qu'on agit, on ne doit pas chercher en permanence à faire, mais à certains moments à suivre, à certains moments à se laisser faire. C'est un mélange entre quelque chose d'actif et quelque chose de l'ordre du lâcher-prise, je dirais. Mais par exemple, dans cette séquence-là, il y a des spectateurs qui font écran pour ne pas vous voir. Est-ce que le réalisateur vous dit son découpage, vous dit la focale pour que vous ne sentiez pas la caméra? Quand je vois comment les caméras s'installent et les éclairages, etc., je sais globalement comment est-ce que je vais être pris ou sans même discuter de ça avec le réalisateur, je peux demander au chef opérateur juste le cadre, quoi, cette chose-là. Les autres acteurs jouent très simplement. Vous, il y a presque une transe. Alors, j'ai pris un cours avec mon professeur, Victor. Il me dit, la guitare classique, c'est celui-là, on met un repose-pied et on pose la guitare là. Vous, on sent qu'elle est tout de suite là. Et d'un seul coup, on le regarde à l'image, les autres sont très simples, et vous, il y a ce chaloupement-là. Ouais, il y a une part volontaire, et il y a une part que j'aurais du mal à vous expliquer, mais en tout cas, moi, toute la préparation de ce film, je me suis accroché à cette guitare comme à une voie concrète de passage vers le rôle, quoi. C'était vraiment par le travail de la guitare, par le jeu tous les jours, que je suis allé vers Django, quoi. Et ensuite, effectivement, par moments, cette guitare, on la caresse, par moments, ça devient comme une mitraillette. Donc l'instrument lui-même se transforme en fonction des scènes. C'est pas juste jouer de la guitare. Et quand bien même, voilà, dans les morceaux où je joue, je devais l'avoir travaillé assez pour m'en libérer au bout d'un moment et pouvoir donner les regards, pouvoir être dans toute autre chose que juste je joue de la guitare. Mais est-ce que vous êtes posé la question dans la construction de votre rôle de qui était l'instrument et qui était le musicien? Ah, c'est marrant que vous disiez ça. Non, pas de manière aussi conceptuelle, mais un acteur est interprète et instrument à la fois. Hein. On gratte sur nos propres cordes hein, toute la journée pendant un tournage. On joue de notre propre instrument. Quand je vois des musiciens sur scène, par exemple, il y en a beaucoup, j'ai l'impression qu'ils se cachent derrière leur instrument. Chez Django, ils parlent avec la guitare. Et même les silences entre les notes racontent quelque chose. Et Django, qui était très peu bavard, qui n'était pas à l'aise avec le langage, c'est avec sa guitare qu'il racontait des choses. Ça, c'est sûr que je l'ai appréhendé, je l'ai pris en compte dans comment j'ai construit ce rôle. Ouais. J'ai pris mes premières leçons de guitare, croiser les jambes, jouer comme ça, un peu comme Django jouait dans sa cuisine, quoi. Et puis après, on est allé vers quelque chose de beaucoup plus centré, de beaucoup plus en appui dans le sol, avec une forme de rigidité aussi. Ce qui n'est pas le cas là dans ce moment-là, parce qu'en même temps, c'est un moment de joie avec les autres musiciens. On ne doit pas être contaminé par l'action qu'il y a autour. Il y a une bagarre, mais nous, ça nous fait rire. Et voilà, c'est cette couleur-là qui était la couleur de la scène. Quand j'ai rencontré Ibrahim Malouf, il me dit en musique, il faut casser les codes. C'est le seul moyen de créer, ne pas avoir peur de se tromper, mais expérimenter. Quel code vous avez cassé pour ce personnage? Peut-être le code du biopic, je dirais, c'est-à-dire le code de l'imitation. J'ai pas cherché en permanence à montrer que je ressemblais à Django Reinhardt. J'ai essayé de trouver un équilibre entre une fidélité au costume, à l'époque, à sa manière de parler, à plein de choses. Et ensuite, dès que je tournais, j'essayais d'oublier ça et de faire que la vibration, elle soit mienne, quoi. C'est pour ça que même la notion de reconstitution, etc., c'est une chose dont je me méfie parce que la vibration doit être présente. Jamais j'ai une idée fixe de la scène qu'on va tourner, de où on va aller et de ce qui va se passer. On essaye de faire qu'il y ait un peu de magie qui vienne tous les jours. On pose rarement la question de la mise en scène aux acteurs. Et pourtant, vous en êtes la pièce maîtresse. C'est quoi pour vous, Reda Kateb, la mise en scène? C'est savoir raconter une histoire avec 35 sortes de stylos différents, quoi, qui sont d'un côté une matière vivante, celle des acteurs, de l'autre un texte, de l'autre l'image, de l'autre des costumes, des décors, etc. Et c'est savoir finalement prendre toutes ces couleurs et tous ces outils différents
pour faire une chose dans laquelle on aura l'impression que la chose est assez harmonieuse pour respirer l'air de la vie, quoi. On finit avec une question rituelle. Aux metteurs en scène que je rencontre, je leur pose cette question: pourquoi filmez-vous? À vous, Reda Kateb, je vous demande, pourquoi jouez-vous? Ça me permet de vivre plein de vies, en fait. De vivre plein de vies différentes. Ça a résolu mon problème d'orientation lorsque j'étais jeune. Et ce métier me permet de me baigner complètement dans la culture manouche et la guitare, etc. Et puis désormais de fréquenter les flics des stupes pour un prochain projet. Si je fais le calcul, finalement, je dirais je joue pour avoir d'autres vies, quoi. Je vous invite maintenant ici à la Cinémathèque à Paris pour un voyage sensoriel et émotionnel au cœur de l'enfance. Môme et compagnie, c'est un peu plus qu'une exposition, un parcours, une expérience, histoire de savoir comment ce thème de l'enfance est traité par le cinéma, qu'il s'agisse de documentaires, de fiction ou d'animation. Et c'est l'occasion pour petits et grands de sauter à pieds joints dans ce monde de notre jeunesse en compagnie de Harry Potter, de Kirikou, de King Kong. Petit enfant deviendra grand, mais n'aura pas la même liberté s'il est un garçon ou bien une fille. Deux pépites viennent illustrer ce principe. Tout d'abord, L'Affranchi, premier long métrage signé Marco Danieli, l'histoire d'une jeune témoin de Jéhovah exclue de sa communauté par amour et qui va devoir affronter le monde pour mieux se libérer de ses carcans. Non voglio entrare nel merito delle vostre questioni teologiche, ma la tua religione non ti può impedire di continuare gli studi. Celestino, per favore, dilli qualcosa. Frequentando l'università rimane pochissimo tempo per predicare. Ecco il nuovo acquisto. Svegliamo. Il lavoro tuo ti piace? Mia madre mi ha detto che i testimoni di Geova non dicono bugie. Dì la verità. Mi fa schifo. Si vede. Giulia, siamo qui per capire che cosa ti sta succedendo. Chi è il ragazzo con cui sei uscita? Cosa facevate tu e lui quando eravate soli? Vi baciavate? Basta. Allora ci sta! Hai perso, sì. Non vedi che Giulia vuole stare con me? Autre très beau film autour du combat des femmes pour la liberté, À mon âge, je me cache encore pour fumer, de Rayana Overmeyer, une très talentueuse artiste algérienne exilée en France depuis plus de 15 ans. Dans un hammam, loin du regard des hommes, des femmes de tout âge et de toutes conditions parlent de sexe, d'amour, de politique et de religion. Une œuvre drôle et bouleversante, plutôt gonflée, menée par les formidables Yam Abbas et Biouna. D'ailleurs, je vous laisse avec elle. Salut. اللي قالوا الكل يكمل ينال غير القحاب اللي يتكيف شكون شكون طلقت يا البنات